Bonsoir à tous, on prend des nouvelles de l'Église au Vietnam dans un contexte de rapprochement de cet État avec le Saint-Siège. Avec cette étape majeure, un représentant du Saint-Siège est désormais résident au Vietnam, une situation qui n'était pas arrivée depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux États en 1975. Alors quel est l'enjeu de ce dialogue bilatéral rétabli? Sur le plan intérieur, comment évoluent les relations entre l'Église catholique et le pouvoir vietnamien? Enfin, quel défi et vitalité de l'Église vietnamienne? On va en parler dans un instant avec notre invitée Claire Tran, spécialiste de l'histoire du catholicisme au Vietnam. Mais tout d'abord, quelques repères à retenir. Le Vietnam est un pays d'Asie du Sud-Est, frontalier à l'ouest avec le Laos et le Cambodge et au nord avec la Chine. Sa capitale est Hanoï. Il compte environ 99 millions d'habitants. Sur le plan religieux, selon les chiffres officiels, les religions traditionnelles représentent 73%, les bouddhistes 12%, les catholiques sont autour de 7%. Rappelons que l'évangélisation du Vietnam remonte au XVIIe siècle et que les chrétiens ont souffert de terribles persécutions entre le XVIIe et le XIXe siècle. Tout de suite, je retrouve notre invité. Claire Tran, merci de nous avoir rejoints le temps de cette édition. Vous êtes maîtresse de conférences à l'université Paris-Cité où vous enseignez l'histoire de l'Asie du Sud-Est. Alors on va revenir sur cette riche actualité qui a marqué ces derniers mois concernant l'Église du Vietnam avec cette étape, on en disait un mot à l'instant, en décembre dernier le pape François a nommé Monseigneur Marek Zalewski comme représentant du Saint-Siège résident. Et là, effectivement, la nouveauté, il n'y avait plus de résidents depuis 1975. Alors, voilà, que signifie cette étape ? Alors c'est une étape très importante pour l'histoire du Vietnam, puisqu'en effet, il n'y avait plus de résidents à Hanoï depuis 1959, puisque le Vietnam était divisé en deux, et depuis 1975, au Sud-Vietnam. Donc cette nomination, en fait, elle a été préparée bien en amont par des rencontres entre le Vatican et le gouvernement vietnamien depuis quasiment 2009. Et il y a eu une signature en juillet 2023 entre le président du Vietnam, Vo Van Thuong, et Monseigneur Parolin en juillet. Et donc, en fait, la nomination de Marek Zalewski, c'est donc à la fin de l'année. Le président, à l'époque, a en même temps invité le pape. C'était le 14 décembre 2023. Donc, c'est un événement tout à fait important dans cette histoire des relations qui ont repris, on peut le dire, à partir de 1989 avec la visite de Monseigneur Etchegaray. Alors, donc il est sur place maintenant. Finalement, qu'est-ce que ça change, le fait qu'il soit physiquement établi au Vietnam ? Alors, il était déjà donc, représentant du pape non résident. Il a fait depuis 2018 de nombreuses visites pastorales, donc il connaît bien le Vietnam. Il était basé à Singapour ? Il était nonce apostolique à Singapour. Et ce qui est intéressant aussi, j'ai pu rencontrer Monseigneur Zalewski à Singapour il y a 2 ans, c'est que c'est un Polonais qui a l'expérience aussi d'un pays anciennement communiste, qui a eu l'habitude de discuter avec les communistes. Donc ça, c'est intéressant. Il n'était pas sûr que ce soit lui qui soit nommé à l'époque quand je l'ai rencontré, mais c'est celui que le pape a choisi. Et donc ça change, symboliquement, c'est très important. Même s'il était déjà présent, la présence à Hanoï, c'est le seul pays en Asie dont il y a un communiste qui a un représentant du pape. Le cas particulier de Cuba est à part, puisqu'il y a des relations diplomatiques depuis 1975, mais en Asie, c'est le seul pays communiste qui a un représentant du pape dans la capitale du pays. Donc, alors, est-ce que vous pourriez nous dire justement, peut-être pour mieux comprendre la spécificité de l'Église au Vietnam par rapport à son voisin, la Chine ? Alors, il y a une grande différence, c'est que d'abord, c'est une minorité importante, 7%, comparée à la Chine, seulement 1%. Pour les Chinois, l'Église catholique n'a pas grande importance. En revanche, pour les Vietnamiens, elle l'a beaucoup plus. Pour plusieurs raisons, du côté du gouvernement, dans toute son histoire contemporaine, elle a été confrontée donc à la colonisation française, puis à la guerre américaine, et il fallait l'union nationale. Donc, l'union nationale, c'était
toute la patrie, y compris les chrétiens. Donc même si c'était une idéologie communiste, athée, eh bien il fallait cette union nationale. Mais aujourd'hui... Et donc intégrer aussi les chrétiens. Intégrer les chrétiens aussi. Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet. Oui. Le sujet, c'est deux choses. C'est la menace, une autre menace extérieure qui est la Chine. Il faut aussi une union nationale face à la Chine. Et l'enjeu et la priorité du gouvernement vietnamien, c'est la réussite économique et donc qu'il soit bien vu par les États-Unis, puisque depuis 1998, la loi de Bill Clinton lie l'aide économique et l'ouverture économique à la liberté religieuse. Voilà. Ce qui veut dire que le Vietnam, quand il a commencé à s'ouvrir, sa priorité c'était de rentrer à l'OMC, et donc ils ont fait des efforts pour cette raison. Et aujourd'hui, plus que jamais, le parti tient sa légitimité de la réussite économique, et donc quelque part, il doit montrer qu'il est ouvert sur ce point. Et d'ailleurs, depuis l'année dernière, le Vietnam est à l'ONU dans la commission des droits de l'homme pour quelques années. Et donc, il est tenu par cette position qui est importante symboliquement au niveau international. La priorité du Vietnam, c'est d'être une grande puissance d'Asie du Sud-Est, puissance moyenne, dirons-nous, et montrer qu'il est un interlocuteur sérieux. Crédible. Et crédible. Alors, ce dialogue, on le comprend, il se poursuit, c'est un dialogue, un chemin. La 11e réunion annuelle du groupe de travail conjoint Vietnam-Saint-Siège s'est tenue, c'était il y a quelques jours, c'était le 17 mai à Hanoï. Et nous avons pu interviewer ces jours-ci Monseigneur Joseph Vu Van Thien, qui est l'archevêque de Hanoï. Il nous apporte son regard sur ce dialogue, justement, entre le Vietnam et le Saint-Siège. On l'écoute. Je pense que cette nomination comme la création du secrétariat pontifical à Hanoï, c'est pour le bien de l'Église locale. Le chemin est encore à suivre parce qu'il faut avoir d'autres discussions et d'autres rencontres pour créer la relation diplomatique. L'Église catholique du Vietnam souhaite vivement et attend la visite du pape François au Vietnam. Mais je pense que pas cette année, parce qu'il faut avoir encore des démarches entre les deux côtés. Voilà, donc on comprend bien que voilà, les choses se font progressivement. C'est un long chemin qui se poursuit, c'est ce qu'on comprend. La visite du pape, elle est très attendue pour l'instant, mais voilà, rien d'établi là. Oui, la visite est très attendue. Le Vietnam fait partie des pays où il y a le plus de catholiques en Asie. Et donc, le pape a été dans beaucoup de pays d'Asie, mais pas au Vietnam. Donc, c'est très attendu. Par contre, je pense que des deux côtés, ce dialogue, les deux parties sont soucieux d'entretenir ce dialogue. Ils ne sont pas toujours d'accord, certes. Malgré les changements politiques. Malgré les changements politiques. Il y a eu 3 présidents là, depuis 1 an et demi. Donc effectivement, il y a eu tout récemment, le président qui a signé ces accords en juillet 2023 a été démis au mois de mars, après juste 1 an, et son prédécesseur a été aussi démis au bout d'1 an. Et donc, il y a eu quelques incertitudes. En fait, c'est une raison très concrète, c'est qu'il y a le congrès du parti en 2026 et qu'il y a des luttes de pouvoir. Et donc, a été nommé à sa place le ministre de la Sécurité publique. Ça pourrait impacter le cours de ce dialogue ou pas ? Alors, cette nomination donc, a été une surprise. Alors bien sûr, il fait partie plutôt de ceux qui sont plus difficiles. C'est lui qui a été chargé de la campagne anticorruption, qui lui a permis par ailleurs d'éliminer des éventuels concurrents pour succéder au secrétaire du parti, qui est le poste le plus important. C'est un peu la ligne dure du parti. Qui a 80 ans, et donc il va changer. Donc il y a une lutte de pouvoir, mais selon moi, je pense que ce n'est pas la première fois qu'il y a un ministre de la Sécurité publique qui devient président. Le président qui a été reçu par le pape en 2016 était en fait aussi, lui, ministre de la Sécurité publique. Ça n'a pas empêché le dialogue de poursuivre. Depuis qu'il y a cette campagne anticorruption, ça n'a pas empêché ces relations. Et donc, je pense que, au fond, le Vietnam a absolument besoin de montrer cette
ouverture, on est dans un contexte géostratégique, il faut le dire, où la Chine est très agressive en mer de Chine, et les questions économiques sont très importantes pour le Vietnam, c'est la légitimité du parti. Donc je pense qu'au fond, ces discussions vont continuer. La preuve, c'est que Monseigneur Gallagher, qui est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères du Saint-Siège, s'est rendu au Vietnam en avril pour continuer ces échanges. Oui, oui, tout à fait. Alors il y a aussi, brièvement revenons sur cette lettre qu'a adressée le pape François le 8 septembre, une lettre aux catholiques du Vietnam. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Alors cette lettre, c'est toujours dans la continuité de ces accords signés en juillet 2023. Oui. Dans cette lettre, il reprend l'historique, il repart à Vatican II quasiment, Jean XXIII, il cite aussi Jean-Paul II et Benoît XVI, et il ajoute cette importance pour les catholiques d'être dans l'action sociale, oui. De participer à la construction du pays. Et il insiste sur un deuxième point, c'est la loyauté vis-à-vis du pouvoir. Il faut être un bon chrétien, voilà. Et il faut être un bon citoyen. Et ça, c'est un peu le deal, je pense, c'est des relations, une présence à Hanoï, et aussi cette garantie que les catholiques ne vont pas contester politiquement le pouvoir, puisque le Parti communiste est toujours le seul à bord, et toute personne qui critique le parti est bien sûr considérée comme un ennemi. Donc voilà, le pape demande aux catholiques d'être des bons citoyens. Aujourd'hui, donc, ces relations diplomatiques ne sont pas encore rétablies. C'est quoi peut-être les divergences de vues qui subsistent ? Alors, les relations ne sont pas encore tout à fait établies. La question, je pense aussi, c'est beaucoup plus globale, c'est est-ce que le Vietnam peut avoir des relations diplomatiques avec le Vatican avant la Chine ? Dans les faits, cette présence, elle est symbolique et elle existe déjà, mais il y a encore un certain nombre de questions qui vont être réglées au fur et à mesure. Tout ne sera pas résolu, et je pense que des deux côtés, il y a cette volonté de dialogue, même dans les difficultés. Il y a par exemple les questions des biens immobiliers qui ont été saisis après 1975 et qui ne le sont pas. Des biens saisis de l'Église. Voilà, les biens saisis de l'Église, les écoles. On n'a pas encore d'école catholique, on est quand même dans un régime communiste, bien qu'en 2015 a été signé un décret qui permettait la création d'une université nationale catholique. Ce n'est pas vraiment une université nationale. Elle n'a pas vu le jour encore. Alors, elle existe. Non, en fait, elle n'a pas de lieu. Voilà. Donc, ils sont en train de discuter où est-ce qu'elle pourrait se situer. C'est un projet. Non, mais il existe déjà depuis 2016. Elle forme surtout des religieux et aussi des laïcs. Il n'y a pas de lieu physique. Donc, ça existe, mais ils veulent un vrai bâtiment. D'accord. Donc, ce bâtiment est en cours de discussion, mais cette université n'a pas de science autre que la théologie. Donc, ce n'est pas vraiment une université catholique, mais symboliquement, c'était important 2016 quand on a annoncé cela. Donc effectivement, l'éducation peut-être va revenir un peu progressivement entre les mains de l'Église. Alors peut-être brièvement, Claire Tran, dites-nous comment a évolué la pratique religieuse depuis 1989, qui marque un peu la fin de la période communiste dure. Oui, alors depuis 1989, ça s'explique tout simplement par la chute de l'URSS, qui était le grand allié des Vietnamiens face aux Chinois. Oui. Et donc, 1989, j'ai eu l'occasion d'y aller. À cette époque-là, c'était vraiment une situation très difficile, la pratique était très compliquée, les séminaires étaient fermés et les évêques étaient très surveillés, les évêques n'étaient pas toujours nommés, donc c'était une situation compliquée. On constate que depuis 1989, et le contexte économique et cette nécessité d'ouverture, il y a eu une explosion de la pratique religieuse. Si vous allez au Vietnam aujourd'hui, le Vietnam est ouvert, vous pouvez voir les églises pleines, pas seulement les églises pleines, aussi une formation qui était, les séminaires étaient fermés avant 89, des séminaires qui sont ouverts, et en plus la possibilité pour les séminaristes et les religieuses d'aller étudier à l'étranger, que ce soit en France, à Rome, ailleurs, aux États-Unis ou en Australie. Contrairement aux Chinois, d'ailleurs. Contrairement aux Chinois. Aujourd'hui, il y a près de 3000 séminaristes, 8000 prêtres, je ne parle que des prêtres, et pas des religieuses, qui sont aussi beaucoup plus nombreuses. Et on peut dire aujourd'hui que le clergé vietnamien est un des mieux formés en Asie et formé partout. Les séminaristes ou les prêtres chinois ne peuvent pas aller à l'étranger. La preuve, c'est que Monseigneur Vu Van Thien a étudié
en France, vous l'entendez parler parfaitement le français. Et puis le chef de la conférence épiscopale, lui, a été formé à Rome. C'est vraiment une église qui est vraiment, et un clergé qui est extrêmement bien formé et qui a beaucoup de vocations. C'est aussi un des pays d'Asie où il y a le plus de vocations. Qui se poursuit. On va à nouveau écouter Monseigneur Joseph Huvande-Thienne qui va nous parler des défis, notamment défis pour rejoindre la jeunesse et aussi l'action sociale importante au service des pauvres. Seulement pour le diocèse de Hanoï, nous avons en formation au grand séminaire 110 séminaristes et nous avons une centaine plus des jeunes qui cherchent, qui discernent la vocation. Mais il faut être juste. Nous avons des difficultés. C'est le matérialisme, c'est le athéisme, c'est la consommation. Surtout, c'est les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent gagner de l'argent par n'importe quel moyen. Et il y a aussi des jeunes qui quittent leur village pour chercher du travail dans les grandes villes, même à l'étranger. Donc, une des grandes difficultés pour nous, comment fait-on pour former chrétiennement ces jeunes? Nous continuons d'avoir des activités caritatives dans presque tous les diocèses. Les maisons d'accueil, les étudiants, les repas pour les pauvres. On cherche des scolarités pour les enfants pauvres sur les régions montagneuses et à la campagne. Je pense que pour l'Église catholique du Vietnam, engagement dans le service des pauvres, c'est un devoir important et c'est une évangélisation efficace. Voilà, cette action sociale, c'est un moyen d'évangéliser de ce que nous dit Monseigneur Thienne. En fait, c'est l'espace qui est laissé par le gouvernement. Donc, au départ, c'était que la pratique religieuse. Et progressivement, l'Église s'est engagée auprès de populations qui étaient délaissées, les drogués, ceux qui avaient le sida. J'ai pu visiter, au cours des nombreux voyages que j'ai faits, par exemple, des médecins catholiques qui donnent des consultations gratuites dans les paroisses. Et on peut dire que tout récemment, le rôle de l'Église pendant le Covid a été très important et très apprécié par la population et par le gouvernement. Donc, et Caritas, qui avait été interdit après 1975, a été rétabli en 2008 et est très actif dans tous ces domaines. Donc voilà, les catholiques sont visibles sur ce plan au niveau social. Donc je ne dis pas encore sur l'éducation. Alors, elle est aussi visible, mais là, c'est plus compliqué. C'est pour ça que le gouvernement préfère que les catholiques ne soient pas trop engagés sur ça. Il y a eu une catastrophe écologique en 2016 dans le centre du Vietnam, d'une entreprise Formosa, qui a donc touché les pêcheurs du centre Vietnam, dont beaucoup de catholiques. Et donc là, on a eu des catholiques qui se sont engagés pour défendre le droit de ces pêcheurs, et dont un a été emprisonné pour 14 ans. Donc, il y a aussi ça qui joue. Mais effectivement, l'Église fait attention de s'engager d'abord dans les questions sociales, parce qu'il s'agit d'être... il y a beaucoup de travail d'abord, et il faut aussi montrer aux partis que les catholiques ne prétendent pas faire de la politique. Ça, c'est important. Un mot alors sur une figure contemporaine de l'Église vietnamienne que vous avez eu en plus la chance de rencontrer, c'est le cardinal Van Chuan, qui a été déclaré vénérable par le pape François en 2017. Quel souvenir vous gardez de cette rencontre? C'était en 1989, je crois. Oui, tout à fait. On voit une photo. Oui, c'était la première fois que j'allais au Vietnam, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il sortait juste de résidence surveillée. Oui, parce qu'il a été emprisonné. Il a été emprisonné, et puis ensuite en résidence surveillée. C'était quelqu'un de très simple, et qu'il est resté, parce que j'ai eu l'occasion de le revoir aussi à Rome, quand il était malade déjà. Et voilà, c'est quelqu'un qui était très apprécié. On l'a dit par aussi ses joailliers qui, voilà, il a pu
pu développer des relations avec les communistes, mais bien sûr, il avait des problèmes parce que c'était le neveu de Ngo Dinh Diem, l'ancien président du Sud-Vietnam, catholique, très anticommuniste, et c'est ça qui a pesé sur voilà, son nom. C'est pas juste Nguyen Van Thuan, c'est le côté politique de sa famille. Mais pour ma part, c'était un homme très simple, voilà, et qui n'avait pas du tout qui était pour le fait que l'Église vive dans le Vietnam communiste. Et donc, oui, c'est une grande figure. Et d'ailleurs, les Vietnamiens ont célébré en 2022 les 20 ans de son décès et espèrent qu'il sera canonisé dans les prochains mois ou prochaines années. Merci beaucoup Claire Tran pour votre éclairage sur les chrétiens du Vietnam. Et on va poursuivre avec quelques autres informations dans le monde. Les évêques de RDC rejettent toute implication dans le coup d'État manqué. Des photos et des vidéos ont circulé sur les médias sociaux alléguant de la sympathie de certains évêques avec les putschistes. L'information a été démentie par la conférence épiscopale du pays. Le nouvel archevêque majeur d'Ernakulam Angamali, Monseigneur Raphaël Tatil, était à Paris lundi 27 mai, dernière étape d'une tournée en Europe qu'il a conduit en Italie, en Irlande et en Autriche. Le 13 mai dernier, Monseigneur Tatil a rencontré le pape François au Vatican avec une délégation de fidèles syro-malabars. François est revenu sur la crise qui secoue cette église sans entrer sur le fond du problème autour d'une réforme liturgique touchant au sens de la célébration de la messe, qu'il a qualifiée de détail. Le pape a rappelé l'importance de l'unité et de la communion au sein de l'Église catholique. Le souverain pontife a fustigé les prêtres et laïcs opposés à la décision du synode des évêques syro-malabars sur cette question liturgique. Il leur a reproché de succomber au piège de l'autoréférentialité qui, je cite, conduite à ne sentir d'autre raison que la sienne. Pour le pape François, le diable se cache dans la division. Le diviseur s'insinue, contrariant le désir le plus profond que le Seigneur a exprimé avant de s'immoler pour nous, que nous, ses disciples, soyons un. L'Église syro-malabar compte environ 3 millions de fidèles, majoritairement en Inde, avec 35 diocèses. Alors nous avons pu rencontrer Monseigneur Tatil à l'œuvre d'Orient. Résoudre cette crise, nous a-t-il dit, est son plus grand défi en tant que nouvel archevêque majeur, mais il pense qu'une réconciliation est possible. On écoute ses propos. This text, half turning the people, half turning the altar, is a decision of the synod, approved by the Holy See. All the 34 dioceses executed it. Only one diocese having the problem. So, this problem can be sorted out, according to me, can be sorted out. Sitting together with them, listening to them, learning their problem, and bringing some kind of solutions. If a reconciliation is not made, there will be a disunity in the church. We cannot prolong that disunity for long. The unity should be brought in. How it can be brought in? So we bishops will come into synod and with the advice and direction from the Holy See, we'll find out solutions. Et j'ajoute justement que ce prochain synode des évêques syro-malabars se tiendra au mois d'août. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour finir, le diocèse de Ouabag se mobilise pour venir en aide aux rescapés du glissement de terrain qui a dévasté le 24 mai un village entier de la province d'Enga, au centre du pays. Alors que plusieurs centaines de personnes auraient été ensevelies par la coulée de boue, près de 2000 selon les chiffres officiels du gouvernement. L'Église locale est parvenue, malgré les difficultés d'accès à la zone sinistrée, à transporter certains blessés dans ses centres de santé et à l'hôpital de Ouabag, capitale de la province. Caritas a aussi pu acheminer des vivres et du matériel médical. Voilà, on termine cette édition avec la chronique du Monde. Et on retrouve depuis Madagascar le père Tantéli Odilon Andriama Mongi Rina, secrétaire à l'archevêché Saint-Joseph Taumassine. Je précise que certaines images de cette chronique ont été floutées pour protéger l'anonymat des personnes. Bonjour à tous.
Dans l'une de mes précédentes chroniques, je vous ai déjà présenté le projet Tultanan de l'archidiocèse de Thomasen, qui œuvre dans la promotion de la justice et dont les activités se focalisent sur 3 volets. La mise en place d'un centre d'écoute pour accueillir les doléances des gens victimes d'injustice, la lutte contre la corruption et l'amélioration de la vie carcérale et la préparation à la réinsertion sociale des détenus. Sur ces derniers volets, l'une des activités y afférentes est l'alphabétisation et l'enseignement des langues étrangères comme le français et l'anglais. À la fin de leur formation, une cérémonie de remise des certificats a eu lieu pour récompenser ceux qui ont allé jusqu'au bout. Cela est suivi d'une petite prestation illustrant leur capacité à parler ces langues. Écoutons un extrait de cela. Entrer dans le jeu de la corruption, de faire des compliments à tous les politiciens sans chercher des solutions. Non, merci. Moi, votre ami, c'est là de beaux papiers. Je fais jusqu'ici profession de lettres. Mais après, c'est comme vous. Je viens de voir paraître une nouvelle place dans le cœur corrompu. Tout cela est le fruit d'une collaboration solide entre l'archidiocèse de Thomasen à travers l'aumônerie de la prison, le projet Tultanan, les coopérants de la mission étrangère de Paris d'un côté et l'administration pénitentiaire de Thomasen de l'autre côté. Voilà, merci Père pour toutes les chroniques que vous avez produites cette année. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi. Au revoir.